Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la première à proprement parler qui appartient à mes fameuses vidéos de fin d'année. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes coups de cœur et cette année, contrairement à toutes les années précédentes, donc aux 2 dernières années, j'ai décidé d'y aller en vous présentant seulement les coups de cœur qui ont été les plus prenants pour moi, qui m'ont le plus impacté dans mon année. Mais sachez que j'ai tout de même fait un tier ranking comme j'avais fait dans les 2 dernières années pour pouvoir déterminer c'était lesquels les fameux coups de cœur que j'allais vous présenter aujourd'hui. Donc, si ça vous tente de voir ce fameux tier ranking, soit avant de voir cette vidéo-ci, ou sinon après, à votre bon vouloir, eh bien sachez que la vidéo est en description, donc je l'ai mis en non répertorié, donc c'est vraiment la seule manière d'aller la voir, mais le lien est en barre d'infos, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Si vous avez bien compris, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas la totalité de mes coups de cœur, c'est vraiment ceux qui ont été les plus importants pour moi, ceux que j'aime appeler, entre vous et moi, les dépressions littéraires. Donc, petit résumé rapidement, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas mon petit concept de dépression littéraire. Mais en gros, c'est tout simplement des livres, des sagas qui ont une place telle dans ma tête que c'est difficile de s'en remettre après la lecture. C'est des livres qui m'ont pris énormément pendant, mais aussi après la lecture, qui en font des trucs auxquels tu penses toujours et qui reviennent comme ça, une fois de temps en temps, dans ta tête. Donc, c'est ces livres-là que je vais vous présenter aujourd'hui parce que je considère que c'est comme la crème de la crème de mes coups de cœur de l'année. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est La lettre de Lily Haim. Donc, c'est mon gros orteil trempé dans l'univers de Lily Haim, qui est une autrice que je me fais recommander par Sony depuis déjà 2 ans. La lettre, c'est une novella dans laquelle on va suivre l'amour entre deux garçons. What I need to say, genre de plus. C'est tout, ok? C'est tout. Non, c'est pas tout. Comment je pourrais dire ça? L'idée générale de ce livre-là, puis il y a une partie de moi qui veut pas spoiler, puis il y a une partie de moi qui me dit que pour vous en parler, il faut que je dise des choses at some point. Mais je vais commencer comme ça. L'idée générale, c'est une idée qui m'est restée en tête toute l'année et que j'ai même retrouvé dans certaines autres choses que j'ai pu lire cette année. Donc, c'est un livre qui va aborder une séparation et un début de relation en même temps. C'est une relation qui va questionner le rapport qu'on peut avoir à l'adultère, mais aussi à qu'est-ce qui fait qu'on quitte une relation pour en commencer une autre d'une manière vraiment adorable. Et je pense que il y avait, c'est ça, juste une vision, une manière de voir les changements de sentiments qui étaient vraiment particulières. Il y a une citation en particulier qui me reste en tête euh, à fond la patate, et que j'adore. Donc même si on s'entend, c'est un livre qui est très court, c'est un livre qui est très très prenant et que j'ai lu 2 fois pendant l'année parce que juste à some point pendant cet été, j'avais besoin. J'avais besoin de ce livre-là, il me restait tellement à l'intérieur de moi que j'étais comme non non là je m'en fous, je le relis là, c'est pas long, let's go. On y retourne. Donc voilà, c'est ça. J'ai rien à dire vraiment de plus. C'est la manière d'aborder ces relations-là amoureuses qui m'ont charmée. Je vais le dire comme ça. Deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est Éloi de Samuel Champagne. Donc, il s'agit de la suite de Garçons manqués. Dans ce livre-là, on va suivre Éloi, qui est un jeune adolescent trans. Et contrairement à Garçons manqués, dans lequel on va vraiment le suivre dans son cheminement de comprendre son genre, mais aussi de faire accepter cette réalité-là à ses proches, à sa famille, et de pouvoir entamer sa transition. Ben, c'est un peu de ça que parle Garçon manqué. Et même si j'ai vraiment beaucoup apprécié cet univers-là, que j'ai beaucoup apprécié les personnages, que ça m'a permis d'en apprendre plus également sur le sujet, ben je vais pas vous mentir que Éloi, il m'a quand même beaucoup plus touchée. On va le suivre dans ses relations interpersonnelles. Donc on parle ici de ses amis, mais on parle aussi de ses relations amoureuses, ses relations
physique. On va dire ça, comme on peut. De comment lui se sent dans sa transidentité par rapport à ces relations-là, comment lui se sent dans ces relations-là par rapport à sa transidentité. C'est peut-être plus juste comme sens de formuler la chose. Mais bref, dans tous les cas, c'est un livre que j'ai adoré et justement, tous ces questionnements-là autour de, ben, il était sûr de lui, puis d'entrer dans certaines relations, ça lui fait remettre en question certaines choses qu'il pensait connaître de lui, ou minimalement, ça lui fait prendre conscience qu'il y a peut-être des questions qui restaient qu'il pensait pas avoir. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis c'est sûr que quand on rentre dans les relations, c'est toujours quelque chose qui me plaît particulièrement, qui m'accroche particulièrement, et ben Éloi, de manière générale, là, je parle autant de Garçon manqué que de Éloi. Ici, j'en aurais mangé de sa vie, là, mais j'en aurais lu énormément. Okay? Surtout au moment où je l'ai lu, j'étais complètement accrochée et j'aurais lu 46 livres à propos de ce jeune homme sans aucun problème. On rentre sur un gros morceau que vous avez peut-être vu un petit peu circuler, mais sur lequel je me suis pas nécessairement étendue non plus. Remarque que j'en ai quand même dit gros dans mon update trimestriel du 3e trimestre. Donc, je parle ici du premier tome d'Absolu, donc Les Mobilisés, de Margot Dessen. Et ma foi, ce livre... ce livre m'en a fait voir des choses. Je pense que je l'ai déjà raconté justement dans ce fameux 3e trimestre, mais j'étais tellement prise par l'histoire que, premièrement, j'avais vraiment de la misère à me dire, là, fille, tu t'en vas te coucher, ça va plus, faut que tu dormes. Et deuxième chose, je me souviens très très clairement la dernière nuit que j'ai passée avec ce livre-là. J'ai été me coucher aux alentours de 2h du matin et pour le reste de la nuit, jusqu'à 8h du matin, ça me fait un gros 5 heures de sommeil. Après ça, j'étais comme non, là, ça sert plus à rien. Je me réveillais ponctuellement en croyant que j'étais moi-même une mobilisée dans la zone, que j'étais dans l'histoire, quoi. Je vivais l'univers jusque dans mes rêves et même un petit peu dans la réalité en sortant de ces rêves. C'était assez particulier comme nuit. Ça m'a montré à quel point j'étais à l'intérieur. C'est un livre qui m'a accroché dès le début, qui m'a accroché pour toute sa durée et qui m'a fait vivre un petit deuil quand j'ai terminé. J'attends d'ailleurs avec grande impatience le 2e tome, de pouvoir l'avoir entre mes mains et de pouvoir le lire. Je pense que ça va être une lecture qui va se faire assez naturellement et pronto, j'ai envie de dire, mais voilà, tout ça pour dire que c'est un livre qui m'a juste vraiment happée. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure manière de le dire. J'ai été absorbée du début à la fin par ce livre-là et j'en suis très contente, très heureuse. Prochain livre dont je veux vous parler, c'est Les histoires, ça ne devrait jamais finir, d'Esmée Planchon. Donc, on assiste ici au premier livre que j'ai décidé de vraiment annoter avec le plus grand des plaisirs. Donc, je l'ai lu une fois et j'avais commencé à le relire, là, on peut le voir ici, pour l'annoter, parce que, you know what, ce livre m'a pris en titi. Mon annotation a été brisée par le manque de temps, j'ai été prise dans un tourbillon au moment où j'ai recommencé, mais je me dis que vraiment, faut que je m'y replonge, parce qu'il y a tellement, tellement de choses dont je me souviens de ce livre-là et qui sont développé avec tellement de simplicité, mais de complexité aussi, puis j'ai juste adoré ça. Donc, je vous dirais réflexion sur le monde de manière générale, mais réflexion sur le genre, notre rapport aux personnes plus connues, notre rapport euh, aux œuvres dans le sens large, là, à tout ce qui est créatif, peu importe qu'est-ce que c'est exactement. Notre rapport aux relations humaines. Il y a tellement, tellement de choses dans ce livre-là qui sont traitées, mais qui sont traitées de manière juste, je trouve, et qui sont traitées dans une simplicité qui rend le tout rafraîchissant. Ça nous fait dire, ben oui, dans le fond, c'est tellement simple. Dans ma tête, je comparais beaucoup ce livre-là à ce livre-là. Eliza and Her Monster, qui est un livre que j'avais adoré, qui faisait partie de mes dépressions littéraires, pas mal sûr, en 2021, genre, puis qui aborde tout le côté fanfiction, notre rapport à l'œuvre,
On va suivre la créatrice d'un univers et blablabla dans comment qu'elle se sent et tout. Et j'avais vraiment juste complètement adoré. Puis, genre, moi j'étais comme lui, ça va être égal à ça. Mais lui, c'est égal à ça et plus. Genre, je trouve que ça pousse encore plus loin l'idée que m'avait déjà amené Elisa and Her Monsters. Puis j'ai tellement aimé ça. Puis il y a tellement de phrases sur lesquelles j'étais comme oh my god, je relate à cette affaire-là. D'ailleurs, je me suis littéralement mis dans mon code couleur. Tu sais, j'ai un truc, c'est genre relatable. Genre les trucs que vraiment, c'est comme je me reconnais à 1000% dans ce qui est dit là. Fait que voilà, c'est pas mal ce que j'ai à dire sur ce livre-là. Puis là, ben, de vous en reparler, ça me donne juste encore plus le goût de poursuivre ma relecture et mon annotation. Donc là, je m'apprête à vous parler du monument qui est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je vous montre les deux, parce que les deux sont impliqués dans cette update, ok? Dans ce review, dans ce whatever you want, ok? Ça, c'est de la bombe. Et j'ai tellement hâte de pouvoir lire le 3e tome, vous pouvez même pas imaginer à quel point. J'ai tellement hâte de lire le 4e, donc vous pouvez même pas imaginer à quel point, puis il est même pas sorti. Genre, regarde, je suis prise, ok, par cet univers-là. Donc on va se retrouver avec des petits animaux dans une forêt, et on va aborder des sujets qui sont très, très, très complexes, mais d'une manière tellement douce, d'une manière tellement abordable, puis je trouve que c'est la plus belle des choses. Les deux m'ont beaucoup touchée. C'est sûr que j'ai un rapport assez particulier avec le premier tome, puis je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi. Mais le 2e tome, je suis rentrée dedans en me disant, vous savez quoi, le premier tome va rester imbattable, ce qui est le cas pour le moment, mais j'étais comme, tu sais, je vais adorer ma lecture du 2e tome, j'en suis persuadée, mais d'après moi, je pleurais pas dans lui, parce que sachez que j'ai pleuré ma vie dans celui-là. Et turns out que ben, j'ai pleuré at some point dans le 2e tome. J'étais comme ok, c'est bon. Michael a refait sa magie et je suis très très correcte avec tout ça. Donc honnêtement, j'ai juste hâte de pouvoir continuer parce que ça me fait tellement du bien, puis en même temps c'est un univers qui est juste, c'est ça, c'est un univers qui est doux, qui est réconfortant, puis qui en même temps t'apporte tellement. Puis honnêtement, c'est ça. Voilà. Pour ce qui est du premier tome, je vais en passer un petit peu plus parce que comme je vous ai dit, j'ai un rapport très très particulier avec ce premier tome en fait. Parce que dans ce premier tome, on va aborder le dur et complexe sujet de l'Alzheimer, qui est une maladie dont est atteinte mon grand-papa. Fait que d'avoir quelque chose d'écrit qui est accessible aussi pour les enfants sur une maladie qui est si complexe et qui peut être difficile à comprendre quand t'es de l'extérieur, ça m'a vraiment fait du bien. Dans le personnage de Ferdinand Taupe, j'ai tellement retrouvé mon grand-père, puis autant j'ai une compréhension de la maladie que ma soeur de 4 ans n'a pas, évidemment. Évidemment, j'ai 18 ans de plus qu'elle, un moment donné, puis j'ai beaucoup plus évolué aussi dans cette progression-là de la maladie avec mon grand-père. Léonie est même pas au courant de ça, de cette information-là. Puis, quand j'ai appris... Le Mémoire de la forêt, je voulais déjà le lire. Je voulais déjà le lire, c'était évident dans ma tête. Quand j'ai su que ça abordait l'Alzheimer, j'étais comme, j'ai juste hâte de voir comment ça va être traité. Parce que j'en ai besoin, moi, mais aussi parce que je pense à Léonie. Je vais pas vous mentir. Puis, après l'avoir lu, je me dis juste que peut-être pas cette année, là. On va pas se mentir, elle est quand même très jeune, mais de plus en plus, va falloir penser à une manière d'en parler à Léonie parce que va falloir qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe avec son grand-papa. Puis, ben, je trouve que c'est une belle manière de l'amener. Avec des animaux dans un univers réconfortant, mais qui permet aussi de comprendre c'est quoi la maladie. Puis que je le sais qu'il y a des comportements de Ferdinand Taupe, il y a des comportements qui vont lui rappeler notre grand-père, je le sais. Puis, si elle n'est pas capable de le faire par elle-même, ben c'est toujours possible de l'accompagner là-dedans. Je veux dire, elle va pas le lire toute seule, elle a toujours bien juste 4 ans. Ça va être une lecture qui va se faire à plusieurs, qui va se faire en famille un peu. Puis, c'est ça, je trouve ça juste extrêmement pertinent pour des enfants d'avoir accès à de la littérature qui leur parle de trucs qu'ils peuvent vivre
puis les aider à comprendre ces trucs-là qui sont pas nécessairement compréhensibles facilement, qui sont peut-être plus complexes. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire, mais c'est vraiment 2 livres qui m'ont fait extrêmement du bien et que j'ai juste hâte d'en découvrir plus. On passe à un autre Samuel Champagne et je vous parle de Antonin, qui fait partie de la collection Kaléidoscope chez les éditions de Mortagne. Oh, Antonin! Antonin, il m'a brisé le cœur, mon petit loup. Mon Dieu, pour petit pète. Bref, dans cette histoire-là, on va suivre un jeune petit garçon, un ado, qui vit avec beaucoup de choses, avec beaucoup de traumatismes. Puis on va le suivre là-dedans et dans sa passe la plus difficile. Comment ne pas spoiler? Est-ce que j'avais réussi à faire ça dans mon update du premier trimestre? Je le sais pas. Je sais pas comment vous parler d'Antonin sans en dire trop. À un certain moment dans Antonin, puis je pense que c'est le truc que je répète à chaque fois, mais on va se retrouver dans la tête de son petit frère, Charles. Puis à ce moment-là, Charles est dans une incompréhension totale. Puis il vit beaucoup de culpabilité. Bref, beaucoup de choses qui se passent dans sa tête de jeune ado et tout. Voilà. Puis de retrouver ces questionnements-là, de retrouver ces sentiments-là vécus de la part d'un petit frère. Ça m'a ramené dans un moment qui s'est passé où je me suis retrouvée à la place de Charles. De lire ces mots-là, je pense que ça m'aurait été bénéfique à l'époque où j'ai vécu la chose, mais de lire ces mots-là, ces sentiments-là que j'ai moi-même vécu, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que je me dis que je suis vraiment pas la seule à l'avoir vécu, ça. Fait que qu'il y ait des mots qui soient posés dessus, je trouve ça juste bien. Et ça fait du bien. Et encore, je considère que je l'ai vécu pire que Charles. Pour en avoir déjà parlé avec quelques personnes, on est tous d'accord pour dire que ça a été très mal géré toute cette situation-là, mais tout ça pour dire que ça m'a fait du bien, puis c'est au-delà de l'histoire d'Antonin, de manière générale, qui est très touchante, qui est très prenante, qui te rentre comme une claque solide dans le corps. Ben cet aspect-là, du point de vue de Charles, du point de vue du petit frère qui culpabilise puis qui comprend pas tout ce qui est en train de se passer, ben ça leur a rajouté une plus-value certaine pour ma part parce que ben je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je sais exactement ce que ça fait, puis je ressentais tellement ce que ressentait Charles que c'était juste ça. C'était juste ça. Ça lui a valu sa place depuis le début de l'année. Sur le top de l'échelle. Et finalement, dernier livre dont je vais vous parler, ça en fait une couple de fois que je vous en parle dernièrement. Il s'agit de S'engager en amitié de Camille Toffoli, qui est un essai qui parle de l'amitié. Eh oui, ça existe. Donc, c'est un essai qui, à la base, est proposé pour les adolescents, jeunes adultes. Donc, c'est le but de la collection Radar. Ben, j'ai juste trouvé ça extrêmement pertinent comme sujet. C'est ce qui, d'abord, m'a accroché à vouloir lire le livre quand je l'ai découvert. Ça a été aussi le cas de Sam, parce qu'on a découvert l'existence de ce livre, de ce petit bijou ensemble. Donc, un livre qui aborde l'amitié, qui est un sujet qui est très peu traité de manière générale dans la littérature, que ce soit la fiction ou la non-fiction. Et c'est aussi, je trouve, un sujet qui, lorsqu'il est traité d'une seule manière. Et ce livre remet tout en question. Puis ça fait du bien. On va pas se mentir, ça fait extrêmement du bien. Ce livre vient nous questionner sur c'est quoi l'amitié. Ce livre vient nous montrer que l'amitié, ça n'a pas juste une manière d'être vécue et que toute amitié, peu importe comment elle s'est faite, peu importe comment elle s'est terminée, elle avait son but et elle n'est pas moins valide parce qu'elle a duré moins longtemps, parce qu'elle s'est terminée de telle manière, parce que X, Y, Z, name it, n'est pas moins valide qu'une autre parce que
whatever. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme manière de voir les choses, qui était déjà un peu ma manière de penser sur l'amitié, mais qui a permis d'approfondir aussi cette pensée-là. Puis là, j'ai une tonne de bons arguments quand je vais m'ostiner avec du monde. Donc, tout ça pour dire que un livre que j'adore et quelque chose qui va très, très, très certainement me servir lorsque je serai enseignante. Voilà, je vous ai officiellement présenté l'ensemble de mes dépressions littéraires de l'année. J'ai eu de quoi vivre des émotions fortes et beaucoup d'émotions. Puis ben, je suis très contente d'avoir pu vous les présenter comme ça, plus en détail, en prenant le temps de vraiment vous en parler, ce que je ne pouvais pas nécessairement faire avec les tier rankings. Oubliez pas que si jamais vous voulez voir mon tier ranking, ce qui m'a amené à avoir juste ces livres-là à vous présenter, n'hésitez pas à aller en description. Dans mon tier ranking, je prends quand même le temps d'expliquer peut-être un petit peu plus certains livres qui se retrouvent dans d'autres catégories. Ben, si jamais vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo et que vous allez voir le tier ranking par après, vous avez juste à skipper au pire les bouts où je présente les livres qui sont dans la dépression littéraire, tout simplement. J'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo de fin d'année officielle. Sur ce, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et vous pouvez me dire en commentaire si vous avez eu certains coups de cœur autant forts que les miens pour ces livres-ci. Sinon, vous pouvez aussi me dire c'est quoi vos coups de cœur à vous de cette année. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de manquer aucune notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est la fin de l'année, donc il va y en avoir beaucoup au courant des prochains jours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!